Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril 2025. Voici les 4 vérités sur cette signature qui vient d'être apposée entre la République du Congo et le Rwanda. On va faire une analyse simple, objective, pour que vous puissiez comprendre. Ce que nous vous demandons, c'est de rester scotché, branché jusqu'à la fin, parce qu'il y a des vérités. On va mettre notre expertise à votre service. C'est comme qui dirait dans la Bible, la vérité est là, on doit la consommer. Et donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, on va essayer de détailler. Donc, ce que nous vous demandons, cliquez sur des j'aime pour aider à ce que notre vidéo soit référencée par YouTube et que ça soit mis en avant. Ça va nous permettre également d'améliorer nos algorithmes. Donc, on va faire une analyse simple, mais complète, mais aussi complexe et concise. Donc, on va aller. Alors, il y a tellement de points à développer que nous allons prendre tout notre temps. Je vais vous énumérer les points que nous allons détailler ici. Déjà, d'emblée, nous allons commencer. Je vais vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire, nous avons écouté les sons de cloche à droite, comme quoi que, comment la RDC peut signer un accord avec le Rwanda alors que on ne connaît pas le contenu de cet accord, c'est quoi le contenu, et après ça va continuer contre nous. D'emblée, je vais vous dire tout simplement que, pour l'instant, nous n'avons pas encore signé l'accord avec le Rwanda. C'est une déclaration de principe et on va l'expliquer ici, et déjà les concepts, mais aussi les enjeux, et nous allons comprendre très clairement. Donc, pour analyser bien ces sujets d'une manière simple, voilà les points qu'on va analyser. Déjà, la première chose, c'est quoi une déclaration de principe et quelle est sa portée politique et juridique? On va l'analyser ici. Restez scotché plutôt, et vous allez comprendre. La déclaration de principe n'est pas un accord. Quelle est la différence? On va les décortiquer. La date du 2 mai, une date décisive, date à laquelle on leur a accordé le maximum pour pouvoir ramener un projet d'accord. On va les décrypter également. Ceux qui s'interrogent sur le contenu de cette déclaration, ça existe, et on va donner le condensé des contenus. On va aussi analyser d'une manière scientifique c'est quoi la portée du contenu de cette déclaration. Voilà, les intentions de Fati envers le Rwanda, c'est public. Il ne l'a pas fait en cachette. Certaines personnes pensent que, pourquoi Tshisekedi, si demain il le fait en public, on va détailler, on va pas donner compte. Et notre sujet aussi, bon, on va essayer de se poser la question, les Wazalendo, un risque. On va analyser cela. Encore un autre élément, le manque d'infrastructure, un handicap à relever le plus rapidement possible. Les défis par cet investissement américain, c'est la main-d'œuvre qui risque d'être d'abord étrangère. On va essayer aussi d'analyser ça parce que c'est très important. Et certains s'étonnent comment la guerre peut finir si facilement comme ça. Est-ce que ce ne sont pas des jeux de Tshisekedi? Comment est-ce possible tout ça? On va aussi les décortiquer. Très chers internautes, mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour, bonsoir, suivant laquelle vous allez nous suivre. Voilà un peu les différents points qu'on va détailler aujourd'hui pour que nous puissions comprendre exactement quelle est la portée de tout ce qui se passe, quel est l'enjeu. Mais on est content parce que les choses évoluent en faveur de la République du Congo. Là, je voulais déjà vous rassurer, soyez-en sûrs, nous sommes sur le bon chemin. C'est à nous de saisir la balle qui est dans notre camp. Et voilà. Sans tarder, on va commencer sur les premiers points. Déjà, je vous ai dit que ce qui s'est passé hier le 25 avril aux États-Unis, devant Rubio, donc ce n'est pas un accord, mais plutôt une déclaration de principe. C'est quoi une déclaration de principe? Parce que les gens confondent des choses et puis ils vont... Déjà, vous devez savoir que c'est une déclaration de principe, c'est ceux qui sont habitués dans la pratique internationale, dans le droit international et puis les relations internationales. Il faut comprendre que lorsque les États se réunissent, c'est-à-dire que ils peuvent se faire que qu'ils sont en conflit et que pour qu'il y ait une avancée, ils doivent faire ce qu'on appelle déclarer leurs intentions.
quel est l'objectif? Est-ce que déclarer d'abord leurs intentions lorsqu'ils veulent se réunir? Donc, cette déclaration d'intention permet à ce que de voir quelle est la direction, quels sont les fondamentaux que ces gens-là se décident de ne pas s'en dérober pour pouvoir aboutir à un accord. Et donc, ces déclarations de principes, comme on peut les appeler aussi déclarations d'intention, donc, ce n'est pas un accord. Pourquoi ce n'est pas un accord? Déjà, je vous explique, ce sont des fondamentaux. Vous retenez. Ce n'est pas un accord justement parce que c'est juste une simple déclaration d'intention qui ne lie pas les parties. C'est-à-dire que les États ne sont pas obligés, sur le plan du droit, de pouvoir donner du compte rendu. Est-ce que vous n'avez pas respecté tel point dans cette déclaration? Parce que c'est juste une déclaration d'intention. C'est pour faire avancer des choses. En fait, en réalité, c'est plutôt un fait politique. C'est-à-dire que montrer déjà que vous avez cette volonté-là de pouvoir avancer, passer d'un cran. Donc, c'est pourquoi on prend déjà cette déclaration. Ça permet à ce que l'on avance, l'on prépare des choses, on arrête d'abord des conflits, des guerres pour réfléchir de ce que nous voulons faire pour notre départ. Voilà. Voilà ce que ça signifie. Alors, une déclaration des principes, ça peut s'expliquer dans ce sens. Les intentions des États, des différentes parties, comme dans les cas d'espèce, les intentions de la République du Congo et du Rwanda, en présence des États-Unis représentés par Rubio. Donc, ça démontre cette volonté politique de vouloir passer d'une étape à une autre. Et voilà ce que ça signifie, une simple déclaration. Maintenant, pour que vous puissiez mieux comprendre ça, on va essayer de les comparer, de faire cette différence entre une déclaration des principes et un accord proprement dit. En fait, en réalité, la plus grande différence, c'est que dans un accord, il y a des obligations. Contrairement à la déclaration qui est de simple intention, qui ne lie pas les parties, qui n'oblige pas les parties à pouvoir rendre des comptes, mais un accord oblige des États parce que ça va passer par des voies de ratification au niveau intérieur. Donc, ça va devenir un élément des droits internes de chaque État parce que ça sera ratifié par la suite et respecté et connu. Ce sont des règles à respecter qui ont qui, en fait, en réalité, après leur signature, auront ce qu'on appelle le statut erga omnes, c'est-à-dire qui est opposable à tous. Vous comprenez? Et donc, c'est un accord qui va venir. Donc, c'est ça la différence, une déclaration et puis un accord. Et donc, en relations internationales, en droit international, une déclaration ne peut pas avoir des conséquences juridiques des droits, c'est-à-dire que ce n'est pas opposable, mais plutôt, ça montre une avancée politique qui prouve que les États décident d'aller de l'avant. Tandis qu'un accord oblige les États à respecter parce que ça fait partie de la hiérarchie de normes internes de chaque État qui va passer par les ratifications pour pouvoir faire partie intégrante dans la législation de chaque pays respectif. Et sur le plan international, ça compte parce que c'est un accord qui lie les parties. Voilà déjà la différence que nous pouvons vous donner pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre déclaration des principes, c'est quoi? Puisqu'on en parle, mais les gens n'expliquent pas en détail. Voilà ici, je vous dis, restez jusqu'à la fin. On va analyser beaucoup de choses et vous allez comprendre les tenants et les aboutissants de ce que. Je pense que sur ces points-là, on s'est compris clairement entre une déclaration des principes et un accord. Une déclaration des principes n'est pas un accord et un accord lie les parties parce qu'il y a des obligations juridiques là-dessus, c'est-à-dire que ça fait partie intégrante du droit international et que les États peuvent le ratifier et ça revêt un caractère erga omnes, c'est-à-dire applicable à tout, c'est-à-dire qu'une déclaration d'intention qui ne lie pas les parties, ça n'oblige pas aux États de pouvoir rendre des comptes. Donc, voilà ce que nous pourrons dire cela. Voilà. Un deuxième élément, maintenant, c'est ça. Ils ont signé une déclaration, puisque vous avez compris ce que c'est une déclaration de principe, ils l'ont signé, c'est-à-dire qu'ils ont montré leur intention de pouvoir aller de l'avant, c'est-à-dire aboutir à un accord. Devant les représentants américains, Rubio, ils ont fixé des délai butoir au-delà duquel on ne peut pas aller, notamment le 2 mai. Le 2 mai, on leur a donné ça pour qu'ils amènent un projet d'accord. Voilà là où on va maintenant signer un accord. Le projet d'accord va maintenant détailler comment on va faire en sorte que pour que nous puissions mettre en exécution notre déclaration d'intention. C'est-à-dire la déclaration d'intention, ici, si vous le savez bien, c'est-à-dire que ça a été donné par le parti, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'abord d'aboutir à la paix, mettre fin au conflit dans la partie est de la République du Congo. C'est ça d'abord l'objectif fondamental, afin de faciliter
l'émergence de la région et par le développement économique, puisque vous, comme vous le savez, si vous suivez les différentes déclarations des partis, on insiste là-dessus, c'est que on ne peut pas avoir de développement économique sans paix ni sécurité. Et donc, ça, c'était une obligation, une voie obligée, puisque les États-Unis veulent venir investir en République démocratique du Congo, mais aussi dans la région, c'est-à-dire pour que les affaires marchent très bien et facilement, comme on dit toujours que l'argent n'aime pas le bruit, il faut qu'il y ait la paix. Et donc, c'est une belle occasion pour nous de la saisir afin de pouvoir maximiser notre chance de nous développer, surtout, comme on l'a rappelé dans la déclaration des principes, le respect des souverainetés de chaque État respectif. Déjà, les différents points évoqués dans la déclaration des principes, si cela aboutit à un accord, en tout cas, franchement, c'est une victoire pour la République démocratique du Congo, claire et nette. Puisque l'objectif pour nous, c'est quoi? Dès lors que on fait accepter au Rwanda déjà le respect de notre souveraineté, que nous récupérons l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et notre souveraineté, qu'aucun État vienne s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre. Et donc, pour nous, c'est déjà une victoire. Parce que nous n'avons pas l'intention d'aller attaquer le Rwanda. Ce sont les Rwandais, avec leur velléité expansionniste, qui viennent venir nous ravir nos terres et piller nos richesses afin de pouvoir se développer d'une manière illicite. C'est ce que nous ne voulons pas. Et voilà qu'avec ces déclarations d'intention, déjà, on confirme effectivement que c'était les Rwandais qui étaient en République démocratique du Congo. Ils étaient en train de piller. Ils l'ont accepté par, déjà, en signant ces déclarations d'intention, en décidant d'aller vers un accord pour raison de paix. Et donc, c'est un avantage pour nous et que nous devons en féliciter. Voilà un peu. Donc, cette date du 2 mai, c'est date à laquelle on va présenter des dates maximum qui doivent au plus tard présenter un projet d'accord. Donc, on va tous voir comment ça va s'aboutir. Déjà, mais les éléments dans la déclaration d'intention, c'est une victoire pour nous claire et nette. Bon, il y a ceux qui s'interrogent sur le contenu de cette déclaration. Ça, nous voulons vous confirmer que la déclaration d'intention existe bel et bien. Je vais vous lire quelques grands points parce que on pourra vous partager. On va mettre les liens dans les descriptifs. D'abord, vous allez voir ça et vous pouvez aller les lire en détail. Donc, c'est partout sur les réseaux. Vous pouvez les trouver et calmement. Et moi, je vais juste vous lire les grands points pour vous permettre de comprendre. Déclaration des principes. Département des États-Unis, Bureau des Affaires africaines, le 25 avril 2025, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda, en soutien à une voie vers la paix, la stabilité et le développement économique intégré dans l'Est de la RDC et la reprise des relations bilatérales normales entre les participants. La signature du présent document reflète les engagements politiques des participants tels que décrits en son sein. Je veux dire que ce sont des engagements politiques parce que politique va au-delà des droits et donc c'est un engagement que les États vont prendre et là, étant que des responsables, ça va être très, très pris au sérieux. Donc, quels sont les points? La première des choses, comme je vous l'ai dit, souveraineté, intégrité territoriale et gouvernance. Chaque participant reconnaît la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre et s'engage sur une voie permettant de régler leurs différends grâce à des moyens pacifiques ancrés dans la diplomatie et la négociation plutôt que par un recours à la force ou à des discours hostiles. Voilà, déjà le respect de la souveraineté de chaque État respectif. C'est notre avantage. C'est que nous voulons. Nous ne demandons pas plus, nous ne demandons pas beaucoup. Respectez notre souveraineté, restez chez vous, nous sommes chez nous. S'il faut que nous puissions collaborer, c'est dans les cadres de coopération, de partenariat économique et tout ce que sais-je encore. Et donc, c'est positif pour nous. On n'est pas contre cela. On n'est pas contre le peuple, mais on est contre des gouvernants qui veulent s'ingérer dans les affaires des autres, mais aussi chercher à mater par des armes et par des moyens hostiles. Voilà. Maintenant, deuxième point, c'est préoccupation de sécurité. Les participants reconnaissent qu'ils ont tous des préoccupations de sécurité légitimes dans la région frontalière qu'ils partagent et s'engagent à remédier à ces inquiétudes d'une manière respectueuse de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des deux participants. Voilà. Troisièmement, cadre d'intégration économique régionale. Voilà, ici, je vous ai pas détaillé, c'est-à-dire les participants s'engagent envers un cadre d'intégration économique régionale. Puis, nous faisons partie parfois dans des initiatives régionales ensemble
et que dans ce cadre-là, nous acceptons de pouvoir travailler pour l'émergence de notre région, ce qui n'est pas une mauvaise chose, dans le respect mutuel des souverainetés des États, donc ça ne poserait pas de problème. Nous sommes membres tous de l'EAC, bien, nous sommes aussi membres dans le cadre des ICGRL, les GLR, et puis nous ne sommes pas ensemble avec eux dans le cadre du commissariat, mais ce sont des initiatives régionales que la paix va permettre à ce que nous puissions nous développer nos économies respectives, et ça pourra booster le développement de la région. Donc, c'est positif pour nous. 4. Retour des déplacés internes et des réfugiés. Voilà. Et puis, 5. La MONUSCO, force et mécanismes régionaux. On va s'atteler sur la MONUSCO et les mécanismes régionaux afin de faciliter. Le parti s'engage à soutenir la MONUSCO conformément à son mandat, à protéger et à faciliter et à promouvoir la capacité de la mission à protéger les populations civiles. Voilà. Et de s'acquitter de tous ces engagements. 6. Accord de paix. Et finalement, on va signer l'accord de paix. Voilà les différents points que cette déclaration-là contient. Donc, la déclaration existe bel et bien et elle contient ces 6 points, comme je voulais énumérer là-dessus. Donc, c'est une simple déclaration d'intention. Et maintenant, jusqu'au 2 mai, avant le 2 mai, il faut qu'il y ait un projet d'accord qui sera discuté. On va avoir. Déjà, c'est un autre avantage, puisque déjà, on va avoir la paix et que le Rwanda n'aura plus à venir encore nous malmener comme il le faisait avant. Voilà. Pour ceux qui s'interrogeaient là-dessus, et donc, ce ne sont pas des choses qu'on ne connaît pas le contenu existe, vous devez en être très sûr. Les intentions de Fachi, de Félix Tshisekedi sont claires, et parce que certaines personnes disent que non, il va signer, comment lui peut mettre des choses comme ça à nu, parfois, donc Kabila, lui, il signait, et les gens ne savaient pas, là, il est en train de vendre le pays au vu aussi de tout le monde. Mais non, c'est pas question de vendre le pays. Vous devez savoir que les intentions de Fachi sont claires. Le fait de les mettre sur la place publique, c'est pour dire tout clairement que c'est qu'il ne veut pas les jeux de cache-cache. Nous devons nous entendre. De toutes les façons, nous avons nos voisins. Ils sont nos voisins, donc frontaliers. On ne peut pas s'en passer. Donc, ils resteront là. Donc, soit on veut vivre en paix, soit on veut tous disparaître inutilement. Donc, on ne peut pas s'entretuer. Nous devons nous finir par comprendre ce que l'on veut, pour que chaque peuple vive en paix, et sinon le peuple vive aussi en paix. Et donc, c'est très important et que nous puissions comprendre cela. Et donc, il pouvait aussi aller négocier la nuit, mais pourquoi il ne l'a fait pas, il n'a pas fait? Parce qu'il n'a rien à cacher. Tout ce qu'il fait ici, vous devez savoir que ce sont des réalités, ça devrait se passer ainsi. On ne peut pas vivre en vase clos, on doit vivre avec les autres, mais seulement dans le respect mutuel. Déjà, vous devez savoir quelque chose que tout ce qui se passe maintenant est que le président Félix Tshisekedi avait proposé ça au président Kagame. Le président Kagame, parce qu'il s'estimait, il s'est surestimé trop, il pensait que non, c'est lui qui devrait contrôler le Congo. Il a refusé de signer des partenariats, des collaborations entre des États respectifs, parce qu'il a compris que non, si je le fais, c'est que je vais remettre le Congo entre les mains des Congolais, et dans ce moment-là, je ne pouvais plus rien contrôler, mais aussi ne pouvais pas exploiter illicitement des matières premières avec le poids des gens qui l'appuyaient derrière, des globalistes et des multinationales. Ils ont décidé de boycotter toutes les propositions. Et maintenant, là, voilà, ils sont obligés de le faire parce que les États-Unis, et là, ils imposent soit ils refusent, ils restent dans leur côté. Les États-Unis ont aussi des partenariats, ils seront perdants. Puisque sans la République du Congo, le Rwanda n'est rien. Il n'a pas assez de richesses, il n'a pas assez d'espace, il n'a pas assez des opportunités qu'on la République du Congo. Être à côté de la République du Congo, c'est une opportunité pour le Rwanda qu'il ne peut pas rater. Et donc, là, il est obligé de le faire. Donc, ils n'ont plus rien à faire qu'à respecter ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, il y a un autre élément majeur que nous devons savoir, c'est que lorsque nous allons signer ces deals, parce que c'est déjà fait avec les États-Unis, nous avons des défis à relever. Voilà. Le manque d'infrastructures est un handicap à relever le plus rapidement possible. Si nous voulons voir la République du Congo, surtout la population congolaise, puisse bénéficier de tous ces avantages, de tous ces investissements, parce que vous devez savoir que nous avons, soit le régime de Tshisekedi a hérité un pays où on n'a pas assez d'infrastructures pour le développement économique. Vous savez, dans un État, pour que les entreprises viennent, il faut qu'ils trouvent des infrastructures leur permettant de pouvoir asseoir leurs activités facilement et pour le développement. Parmi ces infrastructures principales, nous avons d'abord c'est l'électricité. Nous n'avons pas l'électricité. Dans un pays où l'électricité
il y a des coupures d'électricité intempestives à tout moment comme ça, c'est difficile pour les investisseurs de venir. Là, l'investisseur va craindre déjà, le dépense inutile alors qu'il ne sait pas s'il va gagner. Donc, il faut, nous puissions mettre des infrastructures, on n'a pas ça. Des routes, on n'a pas assez de routes. Donc, voilà un peu comme ça. Et on n'a pas assez des bâtisses, des zones de pôles économiques, comme on l'a dit. Vous savez, il y a des pôles économiques qui existent où les entreprises, quand ils viennent, s'ils travaillent par exemple dans le domaine de la liturgie, ils savent déjà qu'il y a des infrastructures adaptées. Ils viennent seulement, ils s'installent, ils commencent à louer du bâtiment et ils louent tout ce qui est là et ils font directement ses affaires. Il n'a pas encore à prendre le temps à construire tout ça. C'est pourquoi dans les États qui veulent se développer, ils créent ce qu'on appelle des pôles économiques. C'est-à-dire qu'en créant des zones économiques, mais aussi des zones économiques spéciales pour permettre qu'il y ait déjà des zones aménagées que l'État a investi et que des entreprises vont venir seulement s'installer. Ce sont des choses qu'on n'a pas, bien qu'on a commencé un peu avec des zones économiques spéciales, mais nous devons mettre ça du sérieux et puis l'étaler dans toute l'étendue de la République du Congo pour que nous puissions réussir ce pari-là. Et donc, le risque, c'est que, donc, qu'on ait assez de main-d'œuvre étrangère, parce que justement, les entreprises vont venir, ils vont vouloir aller vite. Mais si on n'a pas de main-d'œuvre dans tous ces domaines-là, c'est pourquoi nous demandons à l'État congolais déjà de publier des offres disponibles au regard déjà des partenariats qu'on va trouver. On doit faire une statistique. Quelles sont les offres d'emploi qui vont se présenter, des connaissances ou que nous devons, des formations que les gens doivent avoir. Et donc, l'État doit déjà investir, c'est-à-dire accorder ce qu'on appelle des bourses d'études dans des domaines qui seront prometteux. C'est-à-dire que des domaines qui vont demander à ce qu'il y ait assez d'investisseurs. Puisque vous savez, si vous ne vous organisez pas, vous ne vous organisez pas, les gens vont venir d'ailleurs travailler à votre place parce que vous n'aurez pas l'expertise adéquate. Donc, c'est ça, les choses que nous devons faire. Alors que les gens vont me poser la question, mais pourquoi le président Tshisekedi, pendant ces 5 ans, il n'a pas pu le faire? Je vous dis, les infrastructures que je suis en train de dire, ce ne sont pas des infrastructures à faire en 1 ou 2 ans, ce sont des infrastructures, des projets à long terme. Le barrage d'Inga, ça demande beaucoup d'argent. Ça veut dire que les différents gouvernements qui se sont succédés, ce sont eux qui devraient faire déjà des pas. Donc, nous sommes en retard. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi hérite d'un État qui manque assez d'infrastructures pour ce genre d'investissement. C'est pourquoi, donc, il a vraiment une grande responsabilité, une lourde chose à chercher à faire vite investir dans ces domaines-là en termes déjà d'infrastructures essentielles pour des investissements, déjà dans les domaines miniers, qui sont les domaines agricoles, industriels, pour savoir faire de la traçabilité pour nos produits. Puisque là, on sera quand même protégé parce qu'il y aura de la traçabilité suite à la transparence qui va être mise en place au regard des entreprises qui vont venir. Le fait pour les États-Unis de venir là, ça va permettre aussi à d'autres entreprises de venir parce que les États-Unis, c'est déjà haut. Quand on voyait déjà le maître est là, les autres vont venir sans hésiter. Voilà ce qui est important à retenir sur ce point-là. Certains s'étonnent comment la guerre peut se finir facilement. Mais les gens oublient que on ne combat pas seulement sur le terrain, on combat aussi sur des plans diplomatiques. Peut-être Tshisekedi, voyant que sur le plan militaire, nous avons eu des difficultés à cause des trahisons parce que notre armée a été tellement infiltrée au plus haut point et que nous avons eu des difficultés. Si ce n'était que des compatriotes ouazaliens qui se sont mis devant pour pouvoir lutter aussi, on aurait dû avoir assez de difficultés. Mais la diplomatie de Tshisekedi, les gens se moquaient de lui, a payé. Aujourd'hui, nous avons un partenaire comme les États-Unis, je vous dis franchement. Et voilà que nous arrivons jusqu'à tel point, à ce niveau que nous puissions signer une déclaration des principes qui vont nous amener à un projet d'accord de paix. Et la paix, ça va permettre de développer de tout et ça nous permet de récupérer notre pays qui longtemps a été donné entre les mains des étrangers, notamment les Rwandais et l'Ouganda. Il est clair que le pays n'était pas dirigé parce que beaucoup de gens disent que non. Et voilà, qu'à l'époque de Kabila, il n'y avait pas de guerre. Nous avons presque toute l'étendue de notre territoire. À l'époque de Tshisekedi, voilà que beaucoup de... Non. C'était exactement le contraire. Les pays étaient dirigés à l'époque de l'ancien président entre les mains des Rwandais. Et donc, il ne pouvait pas y avoir de guerre parce que ce sont eux qui dirigeaient. Donc, ils ont créé des mixages, des brassages dans le cadre de l'ère coterie, dans le cadre des M23, pour brasser et mixer des Rwandais dans notre armée, ce qui nous cause préjudice. Et maintenant, dans ce cadre-ci, ça va nous avantager parce qu'on va toujours ramener les choses vers les processus de Nairobi, de Luanda. C'est-à-dire, si vous, les FCM 23, vous voulez vivre et trouver une place,
Cessez de vous battre, de vous combattre. Allez dans les zones de cantonnement. On va trier, voir qui est Congolais, qui ne l'est pas et qui mérite d'être mis dans l'armée et ou soit dans la vie civile. On va voir. Et pour les sanctions, vous devez savoir que tôt ou tard, les gens vont payer. Certaines personnes disent que maintenant, Kagame a tué tout ça, on va les laisser comme ça. Laissez Kagame finir lui-même. Donc, laissez les morts enterrer leurs morts. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Dans la vie, il faut voir les bons côtés des choses. Vous savez, dans la vie, on peut gagner sans armes, sans donner du coup. Là, nous sommes en train de gagner Kagame, de lui mettre à genoux sans armes. Puisque là, on récupère l'intégrité de notre territoire sans combattre sur terrain. C'est justement parce qu'on a combattu sur le bon côté, c'est-à-dire que c'est le côté diplomatique. Et voilà, aujourd'hui, ils sont obligés de signer, sinon ils vont tout perdre. Voilà, très chers internautes, ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore beaucoup plus de choses à dire. Nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Nous vous demandons, s'il vous plaît, cliquez sur des j'aime pour nous aider à pouvoir améliorer nos algorithmes et que nos vidéos soient référencées. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi partagez nos vidéos pour une large diffusion. Quant à moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobikwete, juriste et de formation publiciste, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, diplômé en ressources humaines et négociateur. Et donc, je ne pourrais que vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde et vous dire bon week-end, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.